Bonsoir. La séance d'aujourd'hui sera basée sur deux notions. La première notion, c'est lié à la modélisation des systèmes dynamiques. Et la deuxième notion sera liée à l'identification des systèmes. Bon, concernant la modélisation, nous allons parler d'un pendule avec une tige rigide que voici, une tige rigide et une masse dont le pendule est constitué. Le pendule est constitué d'une tige rigide de longueur L et d'une masse le tout relié, le tout en rotation autour d'un axe delta que voici. Et au niveau de cet axe delta là, nous avons un moteur électrique. Le moteur électrique est censé fournir le couple nécessaire pour vaincre à la fois le couple résistant du moteur et le moment d'inertie de la tige. Bon, passons à l'analyse. On voit le schéma ici. L'ensemble des forces en rotation qui sont appliquées, il y a le couple du moteur, il y a le couple résistant et il y a le moment d'inertie lié à la tige rigide et à sa masse et la distance qui sépare la tige rigide de l'axe de rotation. Bon, bref, ça représente le moment d'inertie. Bon, en appliquant la dynamique des forces, on a le moment du couple, c'est une valeur algébrique, était plus le moment du couple résistant, moment du couple moteur plus moment du couple résistant, plus moment du poids par rapport à l'axe delta est égal à J delta θ point est égal à l'inertie multiplié par l'accélération angulaire. Bon, comment calculer le moment du poids par rapport à l'axe delta? La formule est donnée ici là. Le moment du poids par rapport à l'axe delta est égal au poids multiplié par la distance qui sépare le poids de l'axe de rotation. Et voilà cette distance ici, c'est D. Et cette distance là est calculée en fonction du L sinus de l'angle d'écartement de la tige par rapport à la verticale, l'angle θ. Et le poids, c'est mgm, la masse du corps, multiplié par la pesanteur. On va considérer que tout le poids de la tige est M. Tout le poids de la tige est M. Et la pesanteur est prise à 9,81. C'est la pesanteur au niveau de la Terre. Bon, en considérant le sens de rotation des aiguilles, le sens contraire des aiguilles d'une montre comme le sens positif de rotation, on a donc le couple moteur qui est pris positivement, le couple résistant qui est pris négativement et le couple lié au poids qui est pris négativement. Et en appliquant cette formule, on remplace le couple résistant par le kV multiplié par la vitesse. Le couple résistant est fonction d'un coefficient fois la vitesse angulaire. Et de là, on tire
θ point qui est l'accélération angulaire. L'accélération angulaire, donc 1 sur J facteur de couple moteur moins couple résistant moins moment du poids par rapport à l'axe delta. Or, l'inertie également. L'inertie est calculée également. L'inertie est donnée par la relation J est égal à ml carré. J est égal à ml carré. C'est donné par cette relation. J est égal à ml carré. Donc c'est la masse du corps multipliée par la longueur de la tige au carré. La masse de la tige multipliée par la longueur de la tige au carré. Passons donc au modèle du Simulink. Alors, comme vous avez vu, l'équation était la suivante. L'équation était la suivante. Ici, là, on a l'accélération angulaire. L'accélération angulaire est intégrée pour avoir la vitesse, et la vitesse est intégrée pour avoir la position. De l'accélération angulaire, de la vitesse angulaire, on multiplie la vitesse angulaire par le coefficient FV pour aller être soustrait au niveau du sommateur. Pareil, la position qui est le θ, comme vous avez vu précédemment, on calcule le sinus de θ, que l'on multiplie par mgl, et on envoie en paramètre au sommateur. Donc il y aura une soustraction. Ce qui est ici là, c'est le couple moteur. Donc le couple moteur entre le couple résistant entre le couple dû à la pesanteur entre le tout, c'est la somme des trois là, couple moteur, couple résistant et couple lié au poids de la tige. Donc c'est cette somme là que l'on a ici là, et c'est multiplié par 1 sur l'inertie pour avoir l'accélération, et c'est cette accélération qui est intégrée pour avoir la vitesse, et la vitesse est intégrée pour avoir la position. Bon, ce facteur-ci, ce gain-ci, c'est juste pour transformer la position qui est déjà au préalable en radian, la transformer en degrés. Et ça, c'est juste pour l'affichage des courbes de vitesse et de position en degrés. Et ici là, c'est juste pour par la suite identifier le système. Il y a différents paramètres qui sont ici là. Il y a KF que l'on ne connaît pas. Il y a J que l'on peut calculer. Il y a MGL que l'on ne connaît pas et que l'on peut définir. Bon. Ici là, on a défini donc ces différents paramètres en fonction du moteur que l'on avait, des caractéristiques de la tige qu'on avait et
du moteur que l'on avait. Ici là, on a une masse de 2 kg. La tige a une longueur de 1 mètre. On calcule donc avec ces informations quelques inerties du moteur. On définit la pesanteur qui est égale à 9,81. On définit l'effrottement qui est de 3. Et il y a ces paramètres-ci. Bon, au départ, pour la première simulation, on va considérer que le moteur n'envoie aucun couple. Donc c'est-à-dire, on va considérer que le couple moteur est nul. Si le couple moteur est nul, ça veut dire le moteur en question n'a aucun effet sur le fonctionnement du système. C'est là où entre en jeu donc les positions initiales du système. Position initiale du système. Donc on définit une position initiale du système du pendule. On dit que le pendule doit être d'abord à 60, dans les cadres de 60 degrés par rapport à la verticale. On décale le pendule de 60 degrés par rapport à la verticale. Le TM6 c'est juste pour convertir ça en radian. On le décale de 60 degrés par rapport à la verticale. Et la vitesse initiale, on la considère nulle. La vitesse initiale est considérée nulle. On lance la simulation pour que MATLAB tienne compte de ces différents paramètres. Et l'on part dans Simulink. Étant dans Simulink, les variables liées aux conditions initiales, les voici ici. Vitesse initiale, position initiale. On lance donc la simulation sur une période de 8 secondes. 8 secondes, on lance la simulation. La simulation est terminée, on visualise la courbe. On voit bien que ici, la position initiale qui est de 60 degrés, ça descend, le pendule descend, ça part jusqu'à moins 26 degrés, ça remonte jusqu'à 12 ou 13 degrés et au fur et à mesure jusqu'à se stabiliser. Donc c'est l'effet d'oscillation là dû à la pesanteur. Donc on voit bien que la position oscille jusqu'à la position d'équilibre qui est de 0 degré. Donc on quitte de 60 degrés, on décroît et après on croît, on décroît, on croît jusqu'à ce que ça se stabilise. Et on voit également que la vitesse décroît, ensuite ça croît, ensuite ça décroît jusqu'à ce que la vitesse s'annule. Donc c'est en quelque sorte le principe des oscillations amorties au fur et à mesure. Bon, pour l'autre test, on va considérer que le couple moteur est connu et que les conditions initiales
les conditions initiales sur leur position est nulle. Donc le pendule est à la position verticale au départ et l'on envoie un couple moteur. Donc le moteur fournit un couple qui est de 10 newtons, 10 newton mètres. Il envoie un couple qui est de 10 newton mètres. Ok. Il envoie ce couple là et on va voir à quel niveau, quel angle aura le pendule pour un couple de 10 newtons. Donc on lance la simulation, calcule les paramètres qu'il a calculé et maintenant on passe à Simulink. On lance pour une valeur de 10. Mettons une fois de 120 vu qu'on va passer à l'identification plus tard. Pour une valeur de 120 secondes. On lance. On ouvre le scope. On voit bien que le moteur oscille jusqu'à s'amortir. La position du pendule oscille jusqu'à ce que ça s'amortit. Et ça s'amortit à approximativement 31 degrés. Donc on peut constater que pour un couple de 10 newtons, la valeur angulaire que l'on aura du pendule sera autour de 30 degrés. Donc la valeur en régime établi sera de 30 degrés. Donc la valeur en régime permanent ou régime établi sera de 30 degrés. 30 degrés. On peut le faire également pour pouvoir déterminer, supposons que l'on a une charge qui a un couple résistant, de 60 Nm. Bon, je prends pas le bon exemple. Supposons que l'on veut déplacer le pendule d'un angle de 60 degrés. On veut savoir quel est le couple moteur nécessaire pour aller jusqu'à 60 degrés. Quel est le couple moteur nécessaire pour aller jusqu'à 60 degrés? Bon, on peut partir sur cette base de la modélisation de notre modèle pour savoir quel est le couple nécessaire pour aller jusqu'à 60 degrés Celsius. 60 degrés en termes d'angle, pas en termes de température, 60 degrés en termes d'angle. Bon, ici donc, si on met un couple de 20 newtons, on met un couple de 20 newtons, on va voir à quel niveau le pendule va arriver en termes d'angle. On voit bien que 20 newtons, le système diverge déjà complètement. Donc pour 20 newtons, il réagit plus convenablement. 20 newtons. Bon, prenons une valeur beaucoup plus. On voit bien que la position croît fortement ça croît fortement. Mettons 15 newtons.
15 newtons, voire pour 15 newtons, on va voir. On voit que pour 15 newtons, on est autour de 50 degrés Celsius. Mais on a pu constater que pour 20 newtons, on croit la vitesse, la position du moteur, la position du pendule allait croître seulement. Ça ne faisait que croître. Or, pour 15 newtons, on est autour de 50. Et on va voir qu'au fur et à mesure qu'on augmente le couple, la valeur angulaire finale. Donc, quand je parle de valeur angulaire finale, c'est la valeur en régime établi. La valeur en régime établi augmente aussi. Donc, ça augmente en fonction du couple d'entrée du moteur. Et également, la vitesse du moteur, la vitesse oscille jusqu'à se stabiliser. Donc, ce sont des caractéristiques vraiment les caractéristiques attendues. Bon, ce qu'on va faire maintenant, c'est faire une identification de notre système. On va considérer que le modèle que l'on a, c'est un moteur, c'est un pendule réel. On va considérer que le pendule qu'on a est un pendule réel. On va considérer qu'on ne connaît pas toutes les équations qui régissent le fonctionnement du pendule. On va considérer ça. On ne connaît pas toutes les équations qui régissent le fonctionnement dynamique du pendule. Donc, ce qu'on va faire, c'est faire une identification du système. L'identification du système consiste à trouver une fonction de transfert, soit continue, soit échantillonnée, qui permet de lier le couple moteur et l'angle de déplacement du pendule. L'angle là, pour qui chez nous c'est en degrés. Donc, c'est pour ça, ce qu'on fait, on prélève l'angle de sortie, et on prélève également la consigne de couple du moteur que l'on envoie sous le nom de test idem au niveau du workspace de MATLAB. Et cette valeur est prélevée chaque 0,01 seconde. Donc ici là nous travaillons à 100 Hz, à la fréquence de 100 Hz. Donc, comme on a déjà lancé la simulation, on a eu les résultats. On regarde donc au niveau du workspace. Au niveau du workspace, la variable test, quand on double-clique dessus, on voit effectivement les valeurs qui sont enregistrées. Et on peut remarquer que le pas est effectivement, le pas temporel est effectivement de 0,01 seconde. Effectivement, c'est le pas temporel. Et voilà la donnée d'entrée, voilà la donnée de sortie.
Donc ce qu'on va faire, c'est une identification du système. On va utiliser ident pour faire l'identification du système. Ce qu'on va faire, c'est entrer d'abord les données prélevées à l'entrée et la sortie du système dans le système identification de MATLAB. Donc, comme c'est des données temporelles, on part sur time domain data. Time domain data. Ici là, on entre l'entrée. L'entrée c'est test ident. Test ident. Comme c'est une structure, le nom de l'élément en question c'est data. Et comme on veut tous les éléments de la première colonne qui constitue l'entrée, on va mettre les deux points. On veut tous les éléments de la première colonne. Ok. De la même façon, en sortie, on voudrait tous les éléments de la deuxième colonne. Bon, ici là, le nom des données, on va appeler ça pendule. Le temps initial c'est 0. Le temps de la période d'échantillonnage c'est 0,01 seconde. On importe les données. Ok. Lorsque les données sont importées, les voici ici. Là, on peut les visualiser. Données qui ont été importées. On voit bien que ça correspond à la courbe de position que l'on avait au départ, avec une valeur qui se stabilisait à 50. Ok. La deuxième des choses à faire, c'est de diviser notre jeu de données. On va diviser notre jeu de données en deux différents exemplaires. Donc, on va les diviser à moitié. Un premier jeu de données qui va jusqu'à 60, de 0 à 60. Et un second jeu de données qui va de 60 à 120. On divise notre jeu de données. Ok. Notre jeu de données étant divisé, on va se servir du premier jeu de données pour l'identification et du second jeu de données pour la validation. Parce que c'est toujours important de ne pas se servir du même jeu de données que l'on a fait l'identification pour faire la validation. Donc on se sert des jeux de données différents. Ok. Dès que l'on a déjà fait cela, ce que l'on fait, c'est on va voir le process modèle. Il y a plusieurs éléments ici, de type de fonction de transfert, le type state pour les variables d'état, le type process modèle. Process modèle, c'est lorsque l'on veut une fonction de transfert continu à partir d'un jeu de données échantillonnées. Bon, fonction de transfert, ça délivre seulement la fonction de transfert du système. Ça, c'est la représentation d'état du système. Et ça, c'est lorsque les données sont discrètes et on veut une fonction de transfert continu.
Ça, c'est une forme polynomiale cartésienne du système. Bon, une forme non linéaire spectrale, correlation model, refine exit model. Bon, bref, je n'ai qu'utilisé que déjà les 1, 2, 3, 4 et premier élément aussi. Donc ce que l'on va commencer par faire, c'est process model. Ok, dans process model, on a une forme prédéfinie. La forme prédéfinie, la voici: k exponentielle de moins TDS sur 1 plus TP1 de S. Ici, il y a possibilité de mettre le nombre de pôles. Bon, comme la fonction de transfert là ressemble beaucoup à un second ordre, on va mettre 2 pôles. Et si on veut supprimer le délai, on enlève simplement ici, on découche. Donc ça ressemble à une fonction de transfert continu que l'on a l'habitude de voir. Et on peut aussi effectivement fixer la valeur de k. La valeur de k, on peut fixer la valeur de k1. Dans ce cas, l'algorithme va se charger de trouver les paramètres TP1 et TP2. Mais dans ce cas-ci, on va pas le faire comme ça. On va pas fixer une valeur du gain déjà d'office. On fixe pas une valeur de gain d'office. On va laisser le soin à l'algorithme de chercher une valeur de gain. Le fait de fixer aussi une valeur permet d'alléger l'algorithme d'optimisation qui est derrière, vu que il n'y aura que 2 paramètres maintenant à chercher. Ok, on lance l'estimation de notre algorithme d'optimisation. On va prendre un petit temps, un certain temps, mais à la fin de ce temps-là, on aura une fonction de transfert prédéfinie. On voit bien que ici, on voit que ça a chargé une fonction de transfert. Donc il faut comparer maintenant cette fonction de transfert à la fonction de transfert de départ. Donc on va faire une comparaison avec la fonction de transfert de départ avec le jeu de données de départ. Donc on va sur modèle output, ça va nous donner le fit. Quand on voit cela en bleu, c'est la fonction de transfert de la réponse au même jeu de données de notre modèle, de notre modèle identifié. Et ça, c'est le jeu de données que l'on a au départ, donc la réponse de notre système proprement. Alors, la réponse de notre système proprement. Et en bleu, c'est la réponse au système, la réponse au système identifié. On voit bien que l'on ne récupère aucun dépassement. Ça ne suit pas correctement la courbe, ça ne suit presque pas la courbe. Et il y a aussi un problème, c'est que l'erreur statique n'est pas la même. Donc si on a des applications où il faut tenir compte de l'erreur statique, d'office le modèle que l'on a ne sera pas bon. Et en plus il y a cette partie transitoire qui n'est pas suivie par le modèle, mais on a évalué déjà le fit. Le fit, c'est une sorte de pourcentage de correspondance
entre la courbe en noir et la courbe en bleu. Donc c'est le pourcentage de correspondance. Et on dit que ça correspond à 81,2229%. Bon, on va continuer avec d'autres cas. On va prendre un autre cas. On va prendre steps, ou bien prenons même le même. On va prendre le cas d'une fonction de transfert du premier ordre avec un retard, ou bien même sans retard. Prenons aussi avec un intégrateur pour voir si ça pourra compenser l'erreur statique qui a été mis en place là. Et mettons cela à un second ordre. Ici on estime. Bon là c'est vrai que ça sera déjà comme un ordre 3, mais on verra. Bon, c'est quasiment pas possible. Lui c'est nul. Ça n'est même pas considéré. Prenons un premier ordre, un second ordre avec un délai. Ou bien prenons même un premier ordre, supposons. C'est des tests que vous pourrez faire pour pouvoir constater les effets. On voit que au fur et à mesure on se dégrade, donc c'est pas la meilleure option. Essayons de faire un premier ordre retardé. Au fur et à mesure on a une comparaison avec les fits. Bon, ce n'est pas toujours ça. Bon, ce qui marche le mieux ici, c'est transfert function. Transfert function à 2 pôles et un 0. On estime. Ok. On voit que avec transfert function, on atteint un fit de 91,28%. Donc c'est quasiment confondu à la courbe noire. C'est la courbe ici en violet, c'est quasiment confondu à la courbe noire. Et on voit que on prélève également les perturbations, les dépassements. On suit réellement la courbe. Bon, c'est une chose. Prenons un autre cas. Essayons spécial valeur. On lance et l'on voit ce que ça nous donne. On voit si ça a déjà créé la courbe. Ok, ça a déjà créé la courbe. On essaye de comparer le fit. On voit que la courbe en violet foncé, la nouvelle a quand même surpassé la transfert function. Donc c'est une représentation en modèle d'état. On voit bien que c'est supérieur à transfert function, qui est supérieur à notre fonction de transfert déterminée à partir d'un jeu de données échantillonné. Bon, c'était tout pour l'identification des systèmes. C'était tout.
l'on peut exploiter maintenant ces fonctions de transfert. Le fit ici là est déterminé en fonction de la deuxième portion, le jeu de données de test qu'on a subdivisé là-bas. C'est donné en fonction du jeu de données de test. Donc l'on peut maintenant avoir cette fonction de transfert en double-cliquant juste sur l'élément et on a la fonction de transfert que l'on veut. Voilà cette fonction de transfert. On peut l'exporter sur le workspace pour pouvoir l'utiliser. On peut l'exporter sur le workspace pour pouvoir l'utiliser plus tard. Bon, bref, c'était tout pour cette vidéo. À bientôt et au prochain.